Ça fait maintenant 10 ans que j'ai été diagnostiquée avec l'hépatite auto-immune. Enfin 10 ans. Ça va faire 10 ans à la fin de l'année, puisque je suis tombée malade en décembre 2014 et que le diagnostic est tombé fin janvier 2015. J'avais 23 ans à l'époque et je sortais d'une relation assez compliquée qui me laissera beaucoup de séquelles. Est-ce que ça peut être la raison du déclenchement de la maladie? On ne saura jamais. Et il s'en est passé des choses depuis que j'ai été diagnostiquée. Contrairement à d'autres personnes, ce diagnostic, pour moi, ça n'a pas du tout été un coup de massue, parce que j'étais très soutenue et que j'étais très entourée. Et c'était comme si j'avais toujours su que j'avais quelque chose et que là, on posait juste un nom dessus. Après un mois cloué au lit à rien pouvoir faire, j'ai passé une année à profiter de la vie, sortir, voir mes amis, tout en ayant les désagréments de la cortisone bien sûr. D'ailleurs, je continue toujours à profiter de la vie, mais différemment. 2 ans après le diagnostic, je me suis fait tatouer sur les côtes, au niveau du foie, comme pour avoir un petit rappel de la maladie qui était là, même si personne ne la voit. C'est un aigle. En fait, c'est en rapport avec le mythe de Prométhée. Alors, si vous ne connaissez pas le mythe de Prométhée, Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est un dieu qui avait une affection particulière pour les humains. Il a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Et donc, quand Zeus s'est aperçu de ça, il est entré dans une colère noire et a condamné Prométhée à se faire dévorer le foie par un aigle chaque jour de l'éternité. Parce que le foie est le seul organe de notre corps à pouvoir se régénérer. Après 2 ans avec l'Immurel, je l'ai arrêté spontanément. Il faut dire que je l'oubliais tout le temps aussi, un peu comme la pilule. J'ai été 1 an sans traitement, jusqu'à ce que je trouve un travail où ça ne se passait pas bien du tout, et que j'avorte, moi qui pensais que je pourrais jamais avoir d'enfant même si j'en voulais. D'ailleurs, à ce moment-là, mon corps me l'a fait sentir que ça n'allait pas. J'avais des douleurs intercostales au niveau du dos, qui commençait le dimanche soir et qui se terminait le mercredi ou le jeudi quand allait arriver le week-end. Bizarrement, 2 mois après l'avortement et le début de ce nouveau travail dans lequel ça se passait pas bien, j'ai fait une rechute. J'ai fait une grosse crise avec des taux qui explosent les plafonds. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Après ça, j'étais repartie pour 6 mois de cortisone, plus de Limurel, qui cette fois-ci, je l'ai pris avec assiduité. 1 an et demi plus tard, on prend la décision avec mon conjoint de faire un bébé. Je me renseigne donc auprès de mon médecin généraliste, auprès de ma spécialiste, et tous les feux sont au vert, on peut y aller. Aussitôt dit, aussitôt fait, bébé se loge au creux de mon ventre. Le tout premier mois a été un petit peu compliqué parce qu'on savait pas si bébé était bien accroché ou pas, et finalement, il est resté. Le deuxième et le troisième mois ont été très compliqués parce que j'étais complètement épuisée et je n'arrivais à rien faire à part manger et dormir. Le reste de ma grossesse s'est très bien passé. Bébé est arrivé au bout de 37 semaines de grossesse et un déclenchement en super forme, et d'ailleurs il est toujours en super forme 3 ans après. J'ai pu allaiter pendant 1 mois et demi, toujours en étant sous cortisone et sous Immurel, et ça s'est très bien passé. J'aurais bien aimé allaiter plus longtemps, mais bébé n'a pas voulu. Aux 3 mois de mon fils, j'ai fait une petite rechute qui s'est réglée toute seule. Pas de changement de traitement. Le postpartum, quant à lui, a été très très dur. Entre le boulot et bébé, j'avais plus du tout le temps de me reposer. Ma spécialiste m'a fait changer de traitement, mais le nouveau traitement me donnait des effets secondaires insupportables. Je ne suis plus moi-même, je suis épuisée. J'ai mal à la tête quasiment en permanence et je ne pense qu'à me reposer. Bref, c'est pas la joie, j'en parle à ma spécialiste, mais elle ne m'écoute pas. J'ai donc fini par arrêter ce traitement de moi-même et depuis, je revis. Je me retrouve, j'ai de l'énergie à revendre. Je continue quand même de faire un bilan tous les mois au cas où. Mais là maintenant, ça fait 9 mois que j'ai arrêté et ça va toujours très bien. Sur le plan médical, je dirais que c'est assez mitigé. Quand on est hospitalisé pour l'hépatite, on est dans un service au niveau de l'hôpital où la moyenne d'âge est d'environ 70 ans et que c'est des personnes qui n'ont plus tout à fait leur tête. À chaque fois que j'y ai fait un séjour, ça a été l'horreur. On nous fait faire des examens, on ne sait pas pourquoi. Et en plus, on n'a jamais connaissance des résultats. Ou alors, quand ils nous donnent des résultats, ils font bien attention d'utiliser un langage scientifique auquel on ne comprend rien. Et c'est pareil pour les médicaments. Bref, on nous traite comme du bétail. On est clairement des numéros. Heureusement, certains soignants sont très à l'écoute, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'être à l'écoute de tous les patients qu'ils ont. Et je pense aussi qu'au niveau médical, les médecins devraient prendre aussi l'aspect psychologique sur chacune des pathologies qu'ils traitent. Surtout sur les maladies auto-immunes. Je pense que c'est clair que ça aiderait carrément. Moi, ce que j'ai appris en 10 ans, c'est que pour mon cas d'hépatite auto-immune, le déclenchement et mes rechutes sont tous arrivés quand je n'allais pas du tout bien moralement. Ça peut être lié au stress, à de la colère ou un choc émotionnel. Pour tout ce qui est du plan psychologique, ça fait 2 ans que je vois une psychologue. Elle m'a beaucoup aidé à surmonter tout ce que j'ai pu vivre avant et ce que je vis encore maintenant. Elle m'a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité cérébrale.
un TDAH plus communément, et aussi de l'hypersensibilité. Je sais pas du tout si ça peut avoir un rapport avec l'hépatite auto-immune, j'ai pas vu d'études là-dessus. J'ai vécu dernièrement un choc émotionnel fin mars 2024. Je vous avoue que j'ai un peu peur que ça joue sur la maladie et que ça me fasse faire une rechute, mais pour l'instant tout va bien. J'ai réussi à évacuer en discutant avec ma psychologue, et du coup j'espère que ça suffira à ne pas faire de rechute. J'ai aussi vu une naturopathe, on a travaillé beaucoup de choses. J'ai appris par exemple qu'on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée en la sniffant pour faire passer les petits maux de tête. Ça peut éviter de prendre des antidouleurs. Et ça, c'est toujours ça de gagner. Elle m'a aussi appris la signification de l'hépatite, donc je vous la donne. Le foie est le foyer des émotions, notamment de la colère et de la peur au sens large. Rage, frustration, haine, rancœur, amertume vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, stress et anxiété. Si ces émotions le submergent, alors le foie est en crise et les maladies apparaissent. Alors je sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle énormément. Vis-à-vis de ce que je vous ai raconté précédemment, je pense que vous comprenez pourquoi. Au niveau de l'alimentation, ma naturopathe m'a conseillé le régime méditerranéen. Donc c'est un régime à base de poissons et de légumes. Alors j'ai essayé ce régime, mais ça m'a créé beaucoup de frustration et du coup j'arrive pas à le tenir dans le temps. Ce à quoi je me tiens, c'est de ne pas boire d'alcool. Je mange très très peu de plats préparés. J'essaye de privilégier les céréales complètes et les légumes. Et surtout d'être raisonnable. Mais bon, c'est pas facile parce que je suis un peu une gourmande. Sur le plan professionnel, ça n'a pas été facile tous les jours non plus. Les collègues peuvent être sympas, mais ils sont souvent maladroits. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir envie de parler de ma maladie à tout bout de champ. D'ailleurs, si on ne me fait pas de réflexion ou qu'on ne me pose pas de questions, je n'en parle pas. Mais j'ai déjà eu la chance d'avoir quelques réflexions du style Bah, t'es fatigué? Bah, t'es jeune pourtant. Comme s'il y avait un âge où on pouvait devenir légitime à être fatigué. J'ai beaucoup changé d'emploi, j'ai enchaîné les CDD. Bon, souvent c'était pour une courte période et finalement j'y ai resté 1 an ou plus. Mais du coup, cet enchaînement, c'est quelque chose qui m'allait. Parce que j'ai beaucoup de mal avec la routine et le fait de faire toujours la même chose. Je m'ennuie vite et j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Donc au bout de 6 mois, 1 an, ça me pesait et j'avais besoin de voir autre chose. Mais cette partie-là, je pense que c'est plutôt lié au TDAH. À partir du moment où j'ai été diagnostiquée pour l'hépatite auto-immune, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur le travail. À part pour les rendez-vous médicaux où là, j'étais obligée de poser une journée de congé pour y aller. D'ailleurs, super journée de congé. Je me reposais le week-end et puis je me couchais plutôt tôt le soir, donc ça allait. Par contre, tout a changé quand mon fils est arrivé. La reprise a été tellement dure, j'avais plus du tout le moment de me reposer. J'étais presque tout le temps à bout. Le nombre de jours de congés attribués par an était pas du tout suffisant. Et quand j'étais vraiment au bout du bout et que j'en pouvais plus, je demandais un arrêt à mon médecin qui m'arrêtait pendant 2 semaines. Ça me permettait de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais c'était jamais suffisant. Du coup, j'ai dû trouver un moyen pour m'organiser et que ça aille mieux. Parce que j'y arrivais pas, ce rythme-là, il était pas fait pour moi et je m'en sortais pas. Alors j'ai réfléchi et j'ai entamé une reconversion. Je suis maintenant community manager. Et pour les personnes qui savent pas ce que c'est, en gros, je gère les réseaux sociaux pour les entreprises. Ça m'a permis de me lancer en tant qu'entrepreneur en freelance et je peux gérer mon planning comme je le veux. Donc si un jour je me sens pas bien et que j'ai besoin de me reposer, je peux me reposer. Plus besoin de poser des jours pour les rendez-vous et je peux même voir grandir mon fils. Ça a été vraiment la décision que je ne regrette pas du tout. Même s'il faut bien se l'avouer, la vie d'entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Surtout quand on débute, c'est hyper dur. Mais j'apprends tous les jours et du coup, j'adore ça. Pour information, j'ai fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, RQTH dans le jargon, parce que moi je voulais juste être reconnue vis-à-vis de ma maladie. Pour ne pas être la fille qui dit tout le temps qu'elle est fatiguée sans vraiment avoir de raison. C'est peut-être un peu bête, hein, mais c'est mon ressenti. Ça m'a permis de me sentir plus légitime. Je n'ai pas demandé d'allocation puisque moi je peux travailler, mais vous pouvez aussi demander une allocation si vous n'êtes pas en capacité de travailler. Et une fois que vous avez la reconnaissance travailleur handicapé, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le dire lors d'un entretien d'embauche. Et d'ailleurs, votre employeur n'a pas le droit de vous demander ce que vous avez si jamais vous en parlez. La seule question qu'il peut vous poser, c'est si vous avez des restrictions, des choses que vous ne pouvez pas faire. Tout ça dans le but d'éviter la discrimination à l'embauche. Mais il faut aussi voir le positif et il y a certaines entreprises qui ont mis des choses en place qui sont vraiment super. Par exemple, dans la dernière entreprise où j'étais, dès mon premier jour d'arrivée là-bas, j'ai reçu l'appel d'une personne qui était chargée de s'occuper des personnes reconnues travailleurs handicapés pour savoir si j'avais besoin que mon poste soit aménagé d'une manière particulière pour que je puisse travailler correctement. Et en plus de ça, j'avais une demi-journée de congé pour chaque rendez-vous médical. Et si toutes les entreprises pourraient faire ça, franchement, ça serait super. Ah, et petite info, si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur et que vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous pouvez avoir le droit à une aide de la part de l'AGFIP
à hauteur de 7 500 €. C'est pas négligeable quand on se lance. Pour conclure, j'ai appris à vivre avec la maladie. Je dis pas que ça a été facile tous les jours. Le corps médical et l'entourage ne sont pas toujours compréhensifs. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les personnes qui sont plus ou moins empathiques. Malheureusement, je sais que cette maladie, elle sera toujours présente parce qu'elle fait partie de moi maintenant. J'ai appris à me protéger, à parler de ce que je vis, à extérioriser, pour que ce soit pas mon corps qui soit obligé de me faire réagir. Je suis intimement convaincue que notre corps nous parle, mais que notre mode de vie moderne nous empêche de l'écouter. Je m'efforce chaque jour de comprendre les messages qu'il m'envoie. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est écoutez-vous. Et aussi, entourez-vous des personnes qui vous écoutent et qui vous soutiennent.